Salut, c'est Yanis pour overclocking.com, on se retrouve pour un nouveau Fast Pass vidéo dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware et tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes, et un programme plutôt chargé aujourd'hui puisqu'on a pas mal d'actu du côté des all-in-one, puis on va parler un petit peu de Sennheiser qui vend sa division grand public, de nouvelles RTX chez Nvidia et de ce qui va arriver chez AMD et Intel prochainement. Pour commencer, Thermaltake a dévoilé 3 nouvelles références d'all-in-one avec ses TUF Liquid ARGB qui disposent désormais des nouveaux ventilateurs de la marque, les TUF Fan en 120 et 140 mm. Étonnamment, ces derniers ne disposent pas de RGB. La pompe reste assez basique avec le logo TT entouré d'un cercle, le tout avec du RGB adressable et la possibilité de tourner le couvercle de la pompe pour garder le logo dans le bon sens. Les all-in-one seront disponibles en 240, 280 et 360 mm mais sans date ni prix pour l'instant. Deepcool de son côté met à jour son all-in-one en 360 mm avec le Castle 360EX ARGB qui dispose du nouveau logo Deepcool sur la pompe. Celle-ci embarque aussi une plaque de contact avec le CPU disposant d'une plus forte densité de micro et LED, ce qui pourrait améliorer les performances. Côté ventilateur, pas de changement, on reste sur des CF120. Si vous cherchez du all-in-one adapté aux grosses puces, AlphaCool a peut-être ce qu'il vous faut avec son nouveau Icebear Pro Aurora qui dispose d'une grosse plaque de contact en cuivre nickelé pour bien recouvrir les IHS des grosses puces AMD ou Intel. Le radiateur est en cuivre et fait 30 mm d'épaisseur, tandis que la pompe est une DC-LT2 de nouvelle génération. Un port de remplissage est présent à l'instar de ce qu'il y a chez Be Quiet, le système n'étant pas totalement fermé et nécessitant un appoint après quelques temps. Comptez environ 185 € pour la version 360 mm contre 160 € pour le 240 mm. Toujours côté refroidissement, AlphaCool a lancé un produit peu commun, de la colle thermique. Comme son nom l'indique, cette pâte permet de coller le radiateur à une puce en utilisant du nitrure d'aluminium. Sur PC fixe, pas de grand intérêt à utiliser ce produit plutôt qu'une pâte thermique classique, mais ça peut être très pratique sur des petits composants comme les Raspberry Pi qui nécessitent des radiateurs. Aqua Computer, une marque allemande de water cooling custom un peu moins connue en France, a annoncé 2 nouveaux waterblocks pour les RX 6800 et 6900 de référence. Le liquide du circuit est visible via une partie en acrylique tandis que le reste est recouvert d'une plaque en aluminium anodisé. Il est aussi possible d'acheter une backplate avec du refroidissement passif ou actif avec un caloduc. Les cartes Nvidia ne sont pas en reste, si vous avez pu mettre la main sur une 3070 XC3 de VGA, sachez que Oka Waterblocks a lancé un bloc complet pour ce modèle. Celui-ci recouvre le GPU, les VRM et la mémoire vidéo tout en étant compatible avec les déclinaisons Black Gaming, Gaming et Ultra Gaming de la XC3. Côté prix, comptez 175 € pour la version Plexi et 170 € pour la version acétale. Très grosse nouvelle dans le monde de l'audio cette semaine avec Sennheiser qui a décidé de vendre sa division de produits grand public à Sonova, une entreprise réalisant des solutions auditives médicales. Pour rappel, Sennheiser avait déjà officialisé la volonté de céder son activité grand public en février dernier. Le communiqué de presse indique que le transfert de l'activité Consumer Electronics vers Sonova est prévu d'ici la fin de 2021. Dans cette activité, on retrouve les casques, écouteurs ou encore barres de son destinées au grand public. Les casques hi-fi type HD devraient aussi être concernés. Sennheiser va par conséquent se focaliser sur son activité destinée aux professionnels avec ses branches Pro Audio, Business Communications et Neumann. Sans transition, d'après les dernières rumeurs, le géant coréen Samsung pourrait lancer un nouveau SoC Exynos spécifiquement conçu pour fonctionner dans les smartphones et les ordinateurs portables. Il pourrait arriver au second semestre de cette année et comporterait un GPU AMD intégré utilisant l'architecture RDNA. Cette collaboration avec AMD n'est pas vraiment une nouveauté, ça avait déjà été évoqué il y a quelques mois. Samsung cherche essentiellement à viser Apple et sa puce M1 avec cette collaboration. Si cela se confirme, il sera intéressant de voir ce que donnera cette puce et si elle pourra concurrencer ce que propose Apple avec la puce M1 ou encore la future A14X. Côté crypto-monnaie, cette semaine, les sorties de cartes Nvidia CMP dédiées au minage continuent. MSI nous propose 2 cartes avec ses CMP 30HX Miner XS et non XS. La version non XS a un refroidissement un peu plus travaillé et des ventilateurs plus performants. Aucun prix de vente n'est évidemment communiqué, mais en se basant sur les dernières infos repérées par Videocards, on peut s'attendre à au moins 700 $ pour ce type de carte. Du côté d'Intel, le lancement prochain d'Alder Lake semble se confirmer. Ces dernières semaines, Intel a informé ses partenaires majeurs pour confirmer l'arrivée de cette nouvelle génération sur le 4e trimestre de cette année, potentiellement en novembre. La date pourrait encore bouger, mais Intel semble confiant pour ce lancement au 4e trimestre, alors que certains doutaient d'un lancement aussi rapide après la 11e génération, à suivre donc. Alors justement, concernant Alder Lake, Intel semble vouloir pousser la nouvelle norme ATX 12VO pour les alimentations avec la sortie de ces nouvelles puces. Cette nouvelle norme avait pas mal fait parler d'elle en janvier 2020 car elle fait disparaître le classique connecteur 24 pins pour la carte mère en le remplaçant par un connecteur 10 pins faisant passer du 12 volts uniquement.
Au passage, le 3,3V et 5V ne seront plus gérés par l'alimentation, mais par la carte mère. Ça permet un meilleur rendement de l'alimentation à faible charge. Videocards indique toutefois que les constructeurs de cartes mères ne sont pas très chauds pour sauter le pas. En effet, si la carte mère doit charger du 3,3V et du 5V, cela peut complexifier leur design, et c'est le client qui doit choisir une alimentation adaptée. Il est fort probable que l'entrée de gamme et les OEM passent sur cette norme dans un premier temps, mais impossible de savoir si elle va se démocratiser ou totalement tomber dans l'oubli. Côté PC portable, Intel a lancé des nouvelles puces Tiger Lake H de 11e génération pour PC portable gamer haute performance. Excite les 4 cœurs max qu'on avait actuellement sur Tiger Lake, ces nouvelles puces montent jusqu'à 8 cœurs et 16 threads. Intel a aussi publié quelques benchmarks maison pour montrer de quoi étaient capables ces puces. D'après ces données, le 11980HK dépasse le 5900HX d'AMD en jeu, avec les deux accompagnés par une 3080 à 150 et 165 watts respectivement. Le 11400H s'affiche aussi plus performant que le 5900HS en jeu, avec une 3060 alors qu'il a 2 cœurs en moins. Ce qui est assez impressionnant, surtout que les PC équipés de ces puces devraient être un peu plus accessibles. Il faudra voir si ces chiffres se confirment, puisque là c'est des données d'Intel, mais cela pourrait permettre à la marque de revenir dans la course des PC portables gamers, où AMD commençait à venir dépasser Intel et sa 10e génération. On termine avec Intel et un leak majeur sur la prochaine génération de cartes graphiques que prépare la marque, DG2, basée sur l'architecture XE-HPG. Pour rappel, celle-ci devrait être gravée en 6 nanomètres par TSMC et non en 10 nanomètres ESF. D'après Igor's Lab, Intel aurait prévu d'utiliser ces nouvelles cartes graphiques sur les secteurs du PC fixe et PC portable, couplés avec leur nouveau processeur Tiger Lake H et Alder Lake S ou P. 5 modèles seraient prévus allant de 128 unités de calcul à 512 et une utilisation de la GDDR6 à 16 Gb par seconde pour toutes les cartes, avec entre 4 et 16 Go de mémoire vidéo. Du côté des fréquences, on aurait des boosts montant jusqu'à 1,8 GHz pour les plus gros modèles avec un TGP de 100 watts. Ces cartes arriveraient l'année prochaine, potentiellement au premier trimestre, avec une production débutant fin 2021. On commence du côté de chez AMD cette semaine avec les processeurs et un petit point sur la disponibilité des Ryzen 5000. Vous l'avez peut-être constaté par vous-même, et depuis quelques semaines il est beaucoup plus facile de mettre la main sur les Ryzen 5900X et 5950X qui se faisaient rares et dont les prix ont un peu explosé en début d'année. Ça va désormais mieux et la majorité des Ryzen 5000 se rapprochent du MSRP d'AMD, ce qui fait plaisir. On a quelques petites infos supplémentaires sur le futur chipset X570S qui s'annonce comme une version fanless du chipset X570 avec finalement peu de changements. MSI travaille déjà sur un total de 8 cartes mères utilisant ce chipset. Ce refresh semble quand même relativement important puisque chez MSI comme d'autres, on en profite pour recomposer la gamme. Une stratégie qui pourrait préparer l'arrivée de nouveaux processeurs pour occuper le terrain en fin d'année. Si une gamme Zen 3 Plus en 6 nanomètres semble de moins en moins possible, les dernières rumeurs nous parlent de Ryzen 5000 XT, comme pour la gamme des Ryzen 3000, qui serait un refresh des Ryzen actuels. Si ça se confirme, ces puces XT pourraient avoir de meilleures fréquences et des TDP optimisés grâce à un process de fabrication mieux maîtrisé. Côté carte graphique chez AMD, en dehors du fait que la dispo est tendue, on a des nouvelles rumeurs sur les futurs RX 6600 et 6600 XT d'AMD. Des cartes qui devraient se placer sur un segment où AMD a souvent tapé fort, les cartes à moins de 400 €. La RX 6600 et 6600 XT disposeraient toutes les deux de la puce graphique Navi 23 accompagnée de 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de 128 bits. Pour ce qui est des performances de ces deux cartes, si on en croit les leaks publiés sur ShipHell, la RX 6600 XT obtiendrait 9439 points sous 3D Mark TimeSpy, le score sur la partie graphique, tandis que la RX 6600 classique obtiendrait environ 7805 points. En supposant que ces chiffres soient corrects, ils sont à mettre en parallèle avec le score d'une 2060 Super qui obtient un bon 8800 points dans le même test. Sur les fuites de la RX 6600 XT publiées par Igor's Lab, on voit un GPU très compact de 35 par 35 mm. Il sera disponible avec différentes puissances d'alimentation allant de 65 à 90 watts. Cela permettra d'avoir le même GPU sur PC portable ou PC fixe. Il est possible qu'au vu de ces informations, les performances ne soient pas aussi impressionnantes que les autres cartes sorties récemment. Mais ces RX 6600 pourraient être intéressantes sur les PC portables et potentiellement rivaliser avec les RTX 3050 et 3050 Ti d'NVIDIA, à voir en fonction des prix et de la disponibilité. Alors justement, en parlant d'RTX 3050, grosse nouveauté côté PC portable cette semaine chez Nvidia qui a lancé officiellement les RTX 3050 et 3050 Ti pour PC portable. La 3050 Ti utilise un GPU GA107 avec 2560 cœurs CUDA activés, 1280 de moins par rapport à la RTX 3060, tandis que la 3050 est sur le même GPU mais avec seulement 2048 cœurs CUDA. Les différentes versions sont attendues avec des TGP allant de 35 à 80 watts selon les modèles. Contrairement au GTX 16, les équivalents de génération précédente, on a bien droit au Tensor Core et RT Core ici. D'après Nvidia, les performances sont en hausse et le support des dernières techno est présent.
Pour l'instant, les équivalents pour PC fixe ne sont pas annoncés. On a aussi des nouvelles infos pour les prochaines sorties pour PC fixe. Grâce à Palit, on en sait un peu plus sur ce qui nous attend. Le fabricant a publié auprès de la Commission économique eurasienne les codes des prochains produits qu'il compte lancer. On y voit de la 3080 Ti, dont on a déjà beaucoup parlé, mais aussi de la 3070 Ti et de la 3050 Ti, pour laquelle il n'y avait pas eu de fuite et qui vient tout juste d'être lancée sur PC portable, comme on a pu le voir juste avant. On sait d'ailleurs qu'MSI va aussi proposer des nouvelles cartes en utilisant sa gamme Supreme. Videocards a publié ce qui semble être une page d'information de la gamme, mise à jour avec les 3070 Ti et 3080 Ti. Certains de nos confrères évoquent un lancement des 3 cartes simultanément, mais nos informations ne vont pas dans ce sens. S'il est tout à fait possible que Nvidia fasse un paper launch en évoquant ses prochaines TI, les cartes ne devraient pas arriver en même temps. La 3080 Ti serait potentiellement pour début juin, suivie par la 3070 Ti une semaine plus tard. La 3080 Ti serait potentiellement pour début juin, suivie par la 3070 Ti une semaine plus tard. Voilà qui conclut ce fast-pass, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube d'Overclocking.com pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité.